Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Il est 13 heures. Voici donc les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, les différents acteurs politiques invités au dialogue par la mission conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies. Cette délégation qui a achevé ses consultations a fait le point hier lors d'une conférence de presse au siège de la représentation de la CEDEAO. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt la construction d'une usine de stockage de gaz butane. Ce projet va permettre au pays de produire 12 000 tonnes additionnelles de gaz. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a procédé hier au lancement des travaux dans la commune de Port-Boué. Enfin au Mali, 12 personnalités civiles et militaires libérées hier par la junte. Cette usine de stockage de gaz butane va donc permettre à la Côte d'Ivoire de produire 12 000 tonnes additionnelles de gaz. Ce projet, qui est estimé à plus de 23 milliards de francs CFA, vise à améliorer le bien-être des ménages sur tout le territoire national. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a lancé hier les travaux de construction d'une sphère de stockage de gaz butane dans la commune de Port-Boué. Jean-Louis Gbangbo. Voici la première pierre de la future unité de production de gaz butane, Sapet Énergie, posée par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Elle est le fruit d'une convention de partenariat entre l'entreprise nationale Petrosi Holding et la société Sahara International. Sapet Énergie contribuera à renforcer la politique nationale de butanisation que le ministère du Pétrole met en œuvre. Et cette politique de butanisation permettra un meilleur accès des ménages et des industriels au butane dans le pays et dans la sous-région. Cette société sera dotée d'une capacité de stockage de 12 000 tonnes. Elle permettra notamment au pays d'augmenter de 60% les capacités de stockage et de faire passer son autonomie de consommation en gaz butane de 15 à 27 jours. Plusieurs initiatives ont déjà été lancées par le gouvernement. Et cela nous a permis d'augmenter nos capacités de stockage, qui étaient de 9 800 tonnes en 2012. Nous sommes passés aujourd'hui à 20 000 tonnes. Donc nous avons doublé au cours des dernières années la capacité de stockage de butane. Toutefois, Monsieur le Premier ministre, cela demeure encore insuffisant lorsqu'on regarde les chiffres de consommation de notre pays en butane. Le lancement de cette nouvelle société, dont le coût est estimé à plus de 23 milliards de francs CFA, aidera le pays à mieux supporter la pression liée à la hausse de la consommation du gaz butane ces dernières années. Celle-ci est passée de 154 000 tonnes en 2012 à 380 000 tonnes en 2019. C'est important pour notre économie, c'est important pour nos ménages et c'est essentiel pour nos vies. Donc l'énergie est au cœur de la vie. Et c'est que l'énergie, plus elle est propre, mieux c'est pour le pays. À chaque fois qu'un pays grandit, par sa croissance, ses besoins énergétiques sont accrus. Et la Côte d'Ivoire, si elle veut jouer un rôle important, elle doit avoir une capacité de stockage qui lui permette d'être autonome en matière énergétique. Selon les prévisions, le niveau de consommation en gaz butane atteindra 930 000 tonnes en 2030, alors que la capacité de stockage globale est estimée à 20 000 tonnes. Toujours en Côte d'Ivoire, fin le 6 octobre dernier, des consultations de la mission conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies. Cette délégation a fait hier le point sur ses échanges avec les différents acteurs politiques ivoiriens. La mission conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies les invite à favoriser le dialogue et à s'engager pour l'organisation d'une présidentielle transparente le 31 octobre prochain. Les précisions de Mahama Traoré. À l'issue de 3 jours de consultation avec les acteurs politiques ivoiriens et les institutions impliquées dans le processus électoral, la mission conjointe de solidarité de haut niveau conduite par l'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies en Côte d'Ivoire dresse le bilan. La mission conjointe s'est félicitée de l'engagement et de la volonté des autorités à promouvoir une élection inclusive, transparente, crédible et apaisée en Côte d'Ivoire. Elle s'est également félicitée des progrès réalisés dans la préparation des différents volets techniques
pour une élection présidentielle dont les résultats seraient acceptés par tous. La mission conjointe a exprimé sa vive préoccupation quant à l'absence de confiance entre les acteurs politiques ivoiriens. Elle a condamné fermement les actes de violence et les discours de haine au relents communautaires qui se sont malheureusement invités dans le champ de la compétition politique et qui sont susceptibles d'impacter négativement les progrès réalisés jusqu'à ce jour dans le pays. Sur la base de ce constat, la mission conjointe CEDEAO Union africaine Nations Unies fait des recommandations. La mission conjointe a encouragé la commission électorale indépendante à poursuivre les rencontres envisagées avec les différents candidats pour trouver des solutions aux questions en suspens. La mission conjointe a invité l'ensemble des parties prenantes à favoriser le dialogue et à s'engager pour l'organisation et la tenue d'une élection crédible, transparente, inclusive, respectueuse des droits de l'homme et qui tient compte aussi des mesures barrières pour contenir la propagation de la pandémie à la COVID-19. La mission les a encouragés à sécuriser le processus électoral, tout comme la protection de l'intégrité physique des candidats et de leurs militants avant, pendant et après l'élection du 31 octobre 2020. Elle les a exhortés à adhérer au code de bonne conduite des partis politiques, forces politiques et candidats à l'élection présidentielle pour favoriser la création d'un environnement propice à la tenue d'une élection démocratique, gage de paix, de cohésion nationale et de développement de la République de Côte d'Ivoire. La CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies réitèrent leur engagement à accompagner la Côte d'Ivoire dans la consolidation de la démocratie. Dans cette optique, la CEDEAO et l'Union africaine entendent déployer des observateurs en Côte d'Ivoire afin de contribuer à la crédibilité de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Des accords pour emmener la Côte d'Ivoire vers l'autosuffisance en riz et lui permettre de devenir un grand exportateur à l'horizon 2030. Ces engagements ont été signés le 5 octobre dernier entre le ministère de la Promotion de la Riziculture et 3 acteurs majeurs du secteur agricole. Les explications dans ce reportage de Jean-Louis Gbangbo. C'est une étape importante dans la mise en place de la politique rizicole de la Côte d'Ivoire. À travers cette cérémonie de signature d'accord, ce sont 3 acteurs majeurs du secteur agricole qui s'associent au ministère de la Promotion de la Riziculture pour faire de la Côte d'Ivoire le futur leader du riz dans la sous-région et au-delà. Africa Rice compte porter avec vous, Monsieur le ministre, votre engagement pour la relance du secteur sémencier à travers la mise en place d'un programme sémencier national. Le CNRA a la charge de mettre dans ce protocole, de mettre en place un dispositif de promotion de la traçabilité et d'assurance qualité des semences produites par les établissements sémenciers, d'organiser des tests d'homologation des cultures de riz. Solevo Côte d'Ivoire jouera pleinement sa partition en mettant à la disposition des leaders de pôle une large gamme de produits phytosanitaires et d'engrais garantissant la productivité adaptée à chaque type de sol. Pour le ministre de la Promotion de la Riziculture, ces accords viennent à point nommé, car ils contribueront à apporter des solutions aux problèmes d'approvisionnement des riziculteurs en semences, engrais, herbicides et autres insecticides de qualité. Les besoins en engrais qui se chiffreront à plus de 60 milliards de francs CFA seront satisfaits à 100% grâce aux accords signés. Les consommations en herbicides et insecticides estimées à plus de 31 milliards de francs CFA seront couvertes à 100%. Je suis convaincu
que dans quelques années, les Ivoiriens ne mangeront que du riz local. En Côte d'Ivoire, la consommation de riz est estimée à 109 kg par personne par an. Le pays en importe 1 million de tonnes par an pour un montant estimé à 250 milliards de francs CFA. En mars dernier, le gouvernement a adopté la stratégie nationale de développement de la riziculture 2020-2030. Son objectif, atteindre l'autosuffisance en riz de bonne qualité avant 2025 et faire du pays un exportateur de cette denrée à l'horizon 2030. Direction la commune de Yopougon où l'entreprise Cargill, spécialisée dans la fourniture d'ingrédients alimentaires et le négoce de matières premières, veut étendre ses installations. Les ministres de l'Agriculture, Kobenan Adjoumani, et du Commerce, Souleymane Diarrassouba, ont donc visité récemment l'usine. En 2017, Cargill a signé une convention avec l'État ivoirien afin d'augmenter sa capacité de broyage des fèves de cacao. Jean-Louis Gbangbo. Des installations flambant neuves, des équipements à la pointe de la technologie, c'est le fruit de la première phase de l'investissement réalisé par Cargill, la multinationale du cacao, en vue de booster la transformation de cette matière première au niveau local. Un engagement pris avec le gouvernement ivoirien. Nous sommes producteurs et pour créer de la valeur ajoutée et de l'emploi, et le gouvernement a décidé de mettre l'accent sur la transformation. Donc c'est ainsi que le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures, notamment pas mal de mesures d'incitation fiscale pour amener les opérateurs économiques à investir dans l'augmentation de leurs capacités. Nous travaillons main dans la main avec le gouvernement et c'est vrai que depuis la stabilisation, en fait, on a constaté une très nette amélioration de la qualité. Cette visite à Cargill a permis aux deux membres du gouvernement de se faire une idée de l'état d'avancement de l'ensemble des travaux d'extension de l'usine où travaillent déjà 400 personnes. Travaux au terme desquels la capacité de broyage de l'usine sera portée de 110 000 tonnes à 165 000 tonnes. Il faut que d'ici 2 ans, on soit amené à transformer plus de 1 million de tonnes de notre production au niveau local. Si cela se fait, et vous allez voir que le prix de revient du kilogramme de cacao aux producteurs va connaître aussi une embellie. C'est en avril 2017 que l'entreprise a signé une convention avec le gouvernement ivoirien afin d'augmenter sa capacité de broyage de 50%. Le montant de l'investissement qui se réalise en 2 phases est estimé à 72 milliards de francs CFA. Augmentation du broyage du cacao en liqueur pour la première phase et pressage de la liqueur en beurre, tourteau et poudre à haute valeur ajoutée pour la seconde phase. L'ensemble de cet investissement est prévu d'être finalisé en mars 2021. Région du Gontougo, dans le nord-est du pays, le kilogramme de la noix de cajou s'achète à 400 francs CFA, à la grande satisfaction des producteurs d'anacarde de Kounfao. Il s'agit d'une opération d'achat groupé de noix de cajou visant à améliorer le revenu des agriculteurs. Les explications de Herman Niamia. Dans la localité de Kounfao, la seule source de revenus véritable des populations reste la production d'anacarde. Malheureusement, la mévente de leurs produits ne favorise pas leur épanouissement. Certains paysans, à cause des difficultés qu'ils éprouvent, sont obligés de brader leurs récoltes. Je suis très serré. J'ai 5 enfants à l'école. Il y a aussi qui a passé bac même, il n'a pas trouvé. Donc c'est obligé de vendre aussi pour équiper de lui. C'est pourquoi j'ai vendu pour moi. J'ai vendu au moins 2 tonnes ça, 200. Aujourd'hui, le GIE GEPA, le groupement des exportateurs, et le GIE Procassi, le groupement des producteurs, ont décidé de travailler main dans la main pour sauver les producteurs. Ils sont sur le terrain pour acheter la noix de cajou au prix indiqué par le gouvernement. Nous, on est producteurs, on ne peut jamais payer le produit de nos frères en dessous de 400. C'est une lueur d'espoir pour ces braves paysans qui peuvent enfin tirer profit du fruit de leur labeur. Le gouvernement dit qu'il va payer anacarde à 400 francs. Mais aujourd'hui, il est venu payer ma anacarde. Là, je suis content. L'opération d'achat de noix de cajou au prix homologué de 400 francs CFA le kilogramme est initiée et conduite par le groupement des exportateurs et professionnels de produits agricoles GIE GEPA. Elle se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Le but étant de susciter un environnement de vente à l'avantage des producteurs.
L'objectif d'achat pour cette deuxième phase de l'opération est d'enlever 200 000 tonnes de noix brutes de cajou. Salon pour faire la promotion de l'héliciculture, l'élevage de l'escargot. Cette exposition s'est ouverte le 1er octobre dernier dans la commune du Plateau. Objectif, accroître la production nationale annuelle d'escargots, estimée à plus de 30 tonnes. Sephora Zegui. L'escargot, un animal de la famille des mollusques ramassé uniquement dans les champs, est aujourd'hui élevé dans les enclos. L'héliciculture est désormais possible en Côte d'Ivoire. Alexis, la trentaine révolue, s'est lancé dans ce business depuis maintenant 2 ans. Pour démarrer son activité, le jeune entrepreneur n'avait que 40 000 francs CFA en poche. J'ai confectionné des frigos, moins chers, des frigos usés que j'ai pris sur le marché, à moins cher. Et j'ai pris des bois, des casiers que je me suis monté, j'ai fait des moustiquaires autour et j'ai commencé à mettre les escargots dedans. J'ai fait tout ceci et j'ai payé de l'aliment un peu, bon, ce qui est 100% bio, hein. C'est-à-dire quoi, vous prenez les sons de maïs, les feuilles de taro, la patate, tomate, banane douce, un peu, j'ai commencé. L'héliciculture, une activité qui demande beaucoup de patience, de persévérance et peu de moyens selon notre entrepreneur. Les jeunes trouvent que c'est lent, ça dure parce qu'il faut patienter. Mais ce que je veux dire aux jeunes est que rien n'est facile. Voilà, parce que ça, à force de croire à la volonté, on y parvient. Méconnu des populations, l'élevage d'escargots est au centre d'un salon, une véritable découverte pour les visiteurs. Cela m'a impressionné. Je pense qu'avec un peu de moyens, vraiment, on peut se lancer dedans pour que vraiment on puisse réussir, pour que ça soit une activité qui va nous permettre vraiment de pouvoir sortir de la pauvreté. Franchement, je suis épatée parce qu'avant, je me disais que les escargots, on les ramassait dans la brousse, ils étaient dans la forêt. Je ne savais pas qu'on pouvait faire l'élevage des escargots. Durant 3 jours, les initiateurs vont promouvoir l'héliciculture, la nouvelle mine d'or pour les jeunes en quête de repères dans l'entrepreneuriat. L'escargot devient une denrée rare, donc nous voulons inciter les Ivoiriens à produire afin de contribuer à la sécurité alimentaire et d'améliorer leurs conditions de vie. L'élevage de l'escargot, c'est plus de 67 millions de bénéfices en 2019, 3 000 producteurs formés et 1 000 fermes hélicicoles installées par les initiateurs. Des performances saluées par la tutelle. On s'est rendu compte que les privés ont commencé à faire le développement de l'escargot. Le développement des structures ou des spéculations, pas toujours des privés. Et l'engagement du privé mérite d'être accompagné maintenant. L'élevage de l'escargot est une activité qui peut rapporter. Et pour que cette activité connaisse un essor, les acteurs demandent le soutien du gouvernement. Un tout autre sujet à présent avec la deuxième session de panel de haut niveau organisée par la plateforme internationale de débat stratégique intitulée Économie Entreprise Live. Événement en présence du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné. Les échanges ont porté sur la suppression des lotissements. Le point, Cheikh Koné. Les questions de la sécurisation foncière et de l'urbanisation anarchique étaient au cœur des échanges qui ont sanctionné la deuxième édition de la plateforme de débat Économie Entreprise Live à Abidjan. Les acteurs privés du secteur ont dressé tour à tour les problématiques qui plombent le développement des villes ivoiriennes. Leur cri de cœur reste le même, la définition par l'État d'un cadre sécurisé pour leur investissement. Le problème de l'État aujourd'hui se synthétise dans la capacité à pouvoir financer. Mais son manque de financement, justement, je pense que les partenariats privés, avec définir un beau cadre bien sécurisé, pourraient lui permettre justement d'inciter les investisseurs privés à véritablement répondre à cette attente-là. Et c'est vrai que les investisseurs privés sont prêts à déployer des capitaux, mais ils attendent des retours sur investissement. Les craintes des opérateurs de l'immobilier sur la sécurisation du foncier se justifient en partie par le désordre qu'ils dénoncent dans les procédures de lotissement. Ils en demandent la suppression pure et simple. Pour eux, le lotissement n'est pas un aménagement foncier. Ils réclament donc une implication de tous les acteurs dans la chaîne de réflexion pour repenser les villes de Côte d'Ivoire. Le ministre Bruno Nabagné-Koné, intervenant dans un panel sur le thème « La ville ivoirienne du futur, catalyseur du développement des régions », a émis le souhait de changer le paradigme dans la conception et la gestion des villes ivoiriennes. Il s'agit en réalité, à travers cette planification urbaine, d'assurer une bonne maîtrise de la croissance urbaine, éviter le désordre
éradiquer l'occupation anarchique de l'espace, prévoir des espaces d'aménagement prioritaires réservés au développement du potentiel économique de chacune des villes. Cela passe nécessairement par une urbanisation pensée et maîtrisée, en croit le ministre de la Construction. Pour ce faire, un projet de cadastrage du foncier est en cours d'opérationnalisation avec des technologies modernes de sécurité comme la blockchain, une manière pour Bruno Koné de rassurer les opérateurs économiques sur les efforts du gouvernement pour assainir le secteur. Bientôt la fin des inondations en saison pluvieuse à Bonoumen, Alabra et Palmeraie, 3 quartiers de la commune de Cocody. En effet, le ministère de l'Assainissement, de la Salubrité a échangé récemment avec les populations de ces quartiers. Selon ce département ministériel, toutes les dispositions seront prises dans les prochains jours pour éviter les catastrophes. Grace Kando. Rencontre entre les riverains des quartiers Alabra, Bonoumen et Palmeraie et la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Les échanges ont porté sur la question des inondations en période de pluie. Depuis 2018, nous avons eu des inondations ici. Il y a des voies d'eau qui ont été obstruées par certains des riverains, ce qui fait que l'eau, au lieu de passer pour aller dans le canal, est rentrée dans les maisons. Pour apporter des solutions durables, des travaux sont entrepris, ce qui permettra de minimiser les dégâts. On a présenté les projets. D'abord les activités en cours en amont de ce quartier. C'est un barrage écrêteur du cru qui, selon les techniciens, peut stocker 150 000 m3, qui va drainer au niveau de la rue Ministre. Voilà, ce canal a été élargi jusqu'à Alabra ici. Et de ce quartier, nous n'avions pas à l'époque la possibilité de le prolonger jusqu'à l'exutoire du Golfe. Mais fort heureusement, il y a un projet qui se met en place, qui a installé ces entreprises, qui le prend d'ici à l'exutoire du Golfe. Un processus a été mis en place par le ministère en charge de l'assainissement pour que les solutions soient trouvées à court, à moyen et à long terme. Des actions fortes seront menées dans les jours à venir pour renforcer les acquis et ce que nous avons déjà identifié comme solution. Et ensuite, un suivi pour l'accélération des travaux qui sont pratiquement tous achevés, donc soit assuré de telle sorte qu'à fin décembre 2020, tous les travaux en cours soient totalement achevés. Cette rencontre a été l'occasion pour la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité de lancer un appel au respect des ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux pluviales. Région de l'Anawa, dans le sud-ouest du pays, dans le cadre du projet de renouvellement du parc automobile, 15 transporteurs ont reçu récemment des véhicules. Il s'agit de mini-cars et de camions destinés au transport des personnes et marchandises. 15 véhicules flambant neufs reçus par les compagnies de transport de la région de l'Anawa. Ces engins à moteur sont essentiellement constitués de 7 autocars de 41 places, 4 autocars de 27 places et de 4 camionnettes. Ce geste du président du conseil régional de l'Anawa entre dans le cadre de la modernisation du transport routier et de la lutte contre la pollution et l'insécurité routière liée à la vétusté des véhicules. Ce projet traduit encore une fois la détermination du gouvernement à accompagner les transporteurs et à demeurer à leur écoute. Il leur importe alors de faire davantage preuve de sérieux, de rigueur, de modernité et de discipline, conformément aux attentes du gouvernement et des populations transportées. Les récipiendaires, visiblement heureux de recevoir les clés, entendent faire bon usage de leur nouvelle acquisition. Historique et mémorable, car c'est bien la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un chef d'État et son gouvernement ait une si grande attention à une si grande disponibilité pour notre corporation. Monsieur le ministre, nous vous prions donc de transmettre nos sincères remerciements au président de la République et son gouvernement. Ce projet de renouvellement du parc automobile s'inscrit dans les actions de portée sociale et économique entreprises par le gouvernement. En outre, il s'agit également de mettre fin aux véhicules dont l'âge moyen varie entre 15 et 20 ans.
Comment concilier mobilité écologique et accessible à tous en Côte d'Ivoire? Une feuille de route pour une mobilité durable a donc été élaborée par l'Observatoire des mobilités africaines. Ce document propose des solutions innovantes et écologiques. Mahama Traoré. Difficulté de circuler en milieu urbain. Rien que pour la métropole d'Abidjan, l'État ivoirien chiffre le préjudice causé par les embouteillages à 1200 milliards de francs CFA par an. Après 2 ans de travaux de réflexion, l'Observatoire des mobilités africaines propose des solutions contenues dans un document nommé la feuille de route mobilité durable de la Côte d'Ivoire. Il est clairement identifié que le secteur du transport constitue le 3e domaine le plus pollueur. En termes de planification, autant on construit les routes en matière d'infrastructure, il faut penser aussi à ce qu'on appelle les pistes cyclables. Il y a la possibilité évidemment de faire la billetterie en ligne, ce qui permet à nos populations de réduire les déplacements inutiles. Si elles sont mises en œuvre, les recommandations de cette feuille de route vont contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Que cette feuille de route-là va venir encore renforcer les actions de l'État. Parce que comme je vous dis, la première chose à avoir, c'est avoir une vision. Et la vision, l'État l'a. Et avec toute cette contribution internationale par l'EMA, ça va permettre à l'État de renforcer sa vision. La digitalisation permet d'améliorer significativement l'accessibilité en termes de mobilité, de les rendre beaucoup plus sûrs. En Afrique, la Côte d'Ivoire est le 2e pays, après le Maroc, à se doter d'une feuille de route mobilité durable, le premier dans la zone subsaharienne. Et nous parlons encore une fois du coronavirus et de l'importance des gestes barrières pour freiner la maladie. En Côte d'Ivoire, 32 nouveaux cas de la maladie coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les autorités sanitaires ivoiriennes dénombrent actuellement 19 935 cas de coronavirus, dont 19 550 personnes guéries et 120 décès. La santé reproductive et la lutte contre les grossesses en milieu scolaire, expliquée à des jeunes filles vivant dans les communes d'Abobo et d'Adjamé. Ce projet, intitulé Marverick, a duré 3 ans et c'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Population Service International. Les détails, Astou Touré. Sexualité précoce, méconnaissance des méthodes contraceptives, grossesse prématurée, voilà autant de sujets dont il a été question au cours des rencontres de sensibilisation pilotées par Population Service International, PSI. Un projet qui a vraiment l'objectif de créer un espace sûr pour les jeunes de 15 à 19 ans, de pouvoir discuter librement de leur sexualité, poser des questions et avoir accès aux services de santé sexuelle et reproductive si besoin. Selon le ministère de l'Éducation nationale, en 2016, 4 471 cas de grossesse avaient été enregistrés en milieu scolaire. 26% de filles sexuellement actives et 22% ont eu un enfant avant 18 ans. Nous avons sensibilisé ces filles au cours de l'année 2018-2019 et nous avons obtenu plein de 11 000 filles sensibilisées. Aujourd'hui, il faut dire qu'à ces jeunes, nous avons ajouté aussi les jeunes en situation de handicap, c'est-à-dire les jeunes filles malattendantes que nous avons également sensibilisées parlant de la méthode contraceptive. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence contraceptive est de 7,3%. Selon une étude menée dans le cadre du projet Marverick, piloté par PSI, les communes d'Abobo et d'Adjamé enregistrent de faibles taux d'utilisation de méthodes contraceptives. Pour le directeur coordonnateur du programme de santé mère-enfant, cette initiative contribuera fortement à l'amélioration des indicateurs sur la santé de la mère et de l'enfant. Très bon projet qui nous a permis d'avoir la population ciblée de 15 à 19 ans. Vous savez que c'est une population très active et qui représente en Côte d'Ivoire la majorité. Et lorsque nous arrivons à atteindre cette majorité à partir des projets des réseaux sociaux, et nous sommes sûrs que nous pouvons un jour atteindre nos objectifs. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, 614 décès sont enregistrés pour 100 000 naissances vivantes.
Et toujours au chapitre santé, sachez que la Côte d'Ivoire veut renforcer ses moyens pour la construction d'un réseau national de formation à distance pérenne. Il s'agit du télémentorat à distance. Le pays bénéficie de l'appui technique et financier du PEPFAR, un plan d'urgence présidentiel de lutte contre le sida, une initiative du gouvernement américain. Au Mali, la libération la nuit dernière de 12 personnalités civiles et militaires, dont l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, arrêté lors du coup d'État le 18 août dernier. Leur libération constituait l'une des requêtes de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Pour terminer, l'actualité aux États-Unis avec le débat hier des colistiers à l'élection présidentielle de novembre prochain. La colistière du démocrate Joe Biden, Kamala Harris, était opposée à Mike Pence. Plusieurs questions au centre des échanges, notamment la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus. À noter que les deux interlocuteurs se sont montrés plus disciplinés que les deux candidats à la présidentielle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.